bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous parce que c'est vrai, j'ai l'habitude de faire des conférences sur mon métier, sur l'histoire de match, sur les petites histoires qui se cachent derrière les photos. Mais là, ce soir, j'avais envie de vous parler de la même chose mais différemment. Parce que c'est vrai qu'il y a des turbulences aussi dans notre métier et dans le métier de photographe. 37 ans à match, donc j'ai eu la chance de connaître l'argentique avant le numérique. L'argentique, c'était une époque où les reporters photographes partaient aux quatre coins du monde, couvrir l'actualité, revenaient avec leurs pellicules. Et surtout, c'était une époque où on leur faisait confiance, où vous leur faisiez confiance. Ils partaient aux quatre coins du monde raconter l'actualité, rapporter des témoignages forts, et rien n'était remis en cause. Les choses ont bien changé avec le numérique, avec Internet, avec les réseaux sociaux. On va remonter un peu le temps et on va partir sur la guerre du Vietnam. Parce que finalement, la guerre du Vietnam, ça a été une guerre un peu spéciale, dans le sens où ça a été la guerre, je voudrais dire, de toutes les libertés, je parle pour la presse. Et cette guerre a révélé d'ailleurs une quantité de photographes qui sont devenus des grands photographes de presse, des grands photographes de guerre, comme Larry Bureau, Doug McCullins. Et ils ont fait des photos qui ont tellement marqué l'histoire qu'ils ont changé le cours de l'histoire. C'est-à-dire que quand vous voyez cette photo qui arrivait dans les rédactions aux États-Unis, celle-ci a été faite par Larry Bureau pour Life Magazine, qui était notre grand frère à Paris Match. Paris Match est né bien après eux, et on s'est inspiré de ce grand magazine d'actualité, qui malheureusement a disparu depuis. Et imaginez ces photos qui arrivaient dans les foyers américains, comme aussi les actualités et les films. On leur disait que la guerre du Vietnam, c'était pas un problème, qu'ils allaient gagner ça très vite et que finalement tout se passait très bien. Et finalement, grâce à ce genre de photos, le public américain, que ce soit la télé, avec la fameuse messe du journal télévisé de 18h, voyait, et dans les pages de Life et dans le Time, tous les autres magazines, ce qui se passait réellement. Et ce qui se passait réellement, c'était ça. Regardez cette photo incroyable de John Olson, où on croirait voir le radeau de la Méduse. On leur disait que tout se passait bien, que la guerre était facile pour eux et tout ça. Et puis finalement, le peuple américain a vu que cette guerre était compliquée. C'était une sale guerre. Il y avait des exactions, il y avait la drogue. Les Nord-Vietnamiens, d'ailleurs, avaient très bien compris comment pourrir la vie de ces soldats américains en leur distribuant carrément de la drogue. Ils pouvaient la trouver n'importe où. Et c'était une guerre très vite. Même l'armée américaine a compris que finalement, ils ne pourront jamais la gagner. Vous voyez ce genre de photos, toutes les semaines, pendant des années. La guerre a duré plus de 10 ans. Et au fur et à mesure que ces photos paraissaient, le public, les Américains disaient « mais nos boys sont là-bas, ils vivent l'enfer, ils commettent des atrocités ». Enfin, tout ça commençait à remuer. Et puis, ça, c'est une photo aussi symbolique. C'est ce foutoir dans la jungle, cet hélico écrasé, les hommes qui sont là, à moitié équipés. Enfin voilà, tout le monde se pose des questions. Voilà, c'est ça qui a mis vraiment un terme à la guerre. Mais pas que. Il y a eu après des photos symboliques. Il y a eu cette photo que vous connaissez tous, qui est une photo incroyable, que même Nixon, à l'époque, a essayé de faire croire que non, cette petite fille n'a pas été brûlée au napalm, elle a simplement peur du bruit. Bon, la vérité a été vite rétablie. Je vais vous raconter l'histoire de cette photo, et surtout, peut-être pour beaucoup d'entre vous,
Vous connaissez sûrement l'ensemble, enfin le côté, la généralité de cette photo, mais il y a toujours, souvent, et ça a toujours été ma passion dans mon métier, c'est de trouver la petite histoire dans la grande histoire. Et beaucoup de photos comme ça ont des petits tiroirs qu'on tient, puis il y a une autre histoire qui se dessine derrière elle. Et cette photo m'a toujours obsédé. Dans ma vie, en presque 40 ans de métier, j'en ai vu. Mais celle-ci, elle est historique. Et je pense sincèrement que cette photo-là a contribué à ce qu'on arrête la guerre du Vietnam. Donc cette petite fille, qui s'appelle Kim, et qui est dans un village au Vietnam, et elle va se retrouver, elle a 9 ans, et elle va se retrouver à côté de son village dans un champ, et là il y a des avions qui arrivent, pilotés par des Sud-Vietnamiens. On a longtemps dit que c'était des Américains qui pilotaient cet avion, c'était des pilotes Sud-Vietnamiens, vous verrez par rapport à l'anecdote, l'information est importante. Et donc il y a un bombardement qui est loupé, c'est-à-dire qu'il y a 4 bombes au napalm qui tombent sur le village au lieu de tomber sur une route où il y a des Nord-Vietnamiens. Et cette petite fille, sur la route, court en hurlant. Elle dit même, les mots sont « c'est chaud », elle est brûlée au 3e degré. Et là, il y a un photographe, Nick Hutt, qui prend cette photo incroyable, qui va obtenir le prix Pulitzer, mais qui va pas paraître tout de suite. Il faudra attendre une 12aine de jours pour que cette photo se paraisse dans la presse américaine, et encore en tout petit, parce que là, tout de suite, le côté puritain un peu américain, cette petite fille est nue, on ne peut pas balancer ça comme ça en double page. Donc ça va mettre très longtemps pour qu'elle paraisse, et encore en tout petit. À Match, dans les autres journaux européens, on la passera en double page. Et puis, Nick Hutt prend cette photo et tout de suite laisse tomber les appareils photo. Petite parenthèse, c'est vrai aussi, souvent on nous dit comment les photographes comme ça photographient la guerre, ils ont l'air insensibles. Pas du tout. Je peux vous raconter des multitudes, des dizaines d'anecdotes où à un moment donné l'appareil, le photographe ou laisse tomber son appareil et participe à l'action et va essayer de faire quelque chose pour la personne qui est blessée ou qui est comme là, qui est brûlée. Donc il a fait cette photo-là, tout de suite il prend une couverture, il l'enveloppe pour cacher sa nudité. Et puis l'histoire veut qu'elle va être transférée dans un centre hospitalier, plutôt une petite annexe, pas loin du village. Et puis que cette petite fille va être sauvée, va être opérée, va partir à Cuba, va partir après au Canada. Ça, c'est l'histoire officielle. Mais j'aimerais quand même rendre hommage à un deuxième homme. Et je pense que c'est vraiment lui qui a sauvé cette petite fille, la petite Kim. Il y a ce journaliste de la télévision anglaise, Christopher Wine, qui est là, rentre à Saigon après l'action, et au bout de quelques jours, se demande mais qu'est devenue cette petite fille? Il retourne sur les lieux, il la cherche, et il arrive à trouver, à force d'information, le dispensaire où elle était mise. Il trouve une infirmière et qui lui demande « Est-ce que c'est bien vous qui avez cette petite fille qui a été brûlée au napalm au 3e degré ?»« Oui, elle est là. Comment va-t-elle ? Dans quelques heures, elle sera morte. » Il est bouleversé. Et puis là, il y a la puissance. Il y a la puissance qu'avaient ces journalistes embedded dans l'armée américaine. Parce qu'ils avaient un uniforme, mais ils avaient aussi un grade fictif, mais quand même un grade de lieutenant-colonel, c'est-à-dire d'un claquement de doigts, ils pouvaient avoir un hélico. Donc il se souvient qu'à côté de Saigon, il y a une base américaine médicale qui traite en plus les grands brûlés. Il arrive à trouver le numéro, il appelle. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une petite fille qui a été brûlée, une erreur de bombardement. Oui, j'ai vu, c'est épouvantable et tout ça. Voilà, cette petite fille est dans un dispensaire, dans quelques heures, elle sera morte parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour la soigner. Et je sais que vous êtes équipés. Le commandant de la base dit, mais évidemment, on va la réceptionner. Mais on est en 1972. La fin de la guerre approche et puis les Sud-Vietnamiens
sont de plus en plus présents, et surtout au niveau gouvernement. Il dit « On veut bien la prendre, mais il nous faut une autorisation écrite du ministre des Affaires étrangères sud-vietnamien. » Il fonce à Saigon. Il trouve le ministère. Il arrive. Bon, là, il l'a fait comme dans un film. Hein. Il ne demande pas, une secrétaire est là, devant le bureau, qu'est-ce que vous voulez ? Il fonce, il ouvre la porte et il trouve ce ministre des Affaires étrangères. Vous pouvez l'imaginer, sud-vietnamien à l'époque, complètement corrompu, assis derrière son bureau. Et là, il lui explique, il dit, écoutez, monsieur le ministre, voilà, vous êtes au courant de cette petite fille. Oh là là, oui, oui, c'est dramatique, oh là là, quelle sale histoire. Oui, d'accord, ok, il me faut, voilà, je peux la faire soigner, on peut la sortir de ce dispensaire, mais il me faut une autorisation écrite de votre part. Et là, il recommence, oh là là, oh non, 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 oh là là, mais alors ça va encore faire une mauvaise publicité pour l'armée sud-vietnamienne et tout. Oh, et il dit cette phrase incroyable, oh, il aurait mieux fallu qu'elle soit morte. Et là, le journaliste fait 2 pas en arrière, met la main dans sa poche et sort un couteau. Il l'ouvre, il fait ça. Le ministre se dit, ça y est, il va me planter devant. Et il dit, écoutez, c'est simple, voici un couteau. Allez-y, allez l'égorger, vous allez abréger ses souffrances. Et là, le ministre comprend qu'il se passe un truc grave, parce qu'en plus, un journaliste anglais, ça va faire le tour du monde, hein, cette anecdote. Et là, il signe. La petite fille va dans cette base américaine, elle est sauvée. Après, elle part à Cuba. Alors, on comprend, je n'ai pas suivi l'histoire jusqu'au bout, c'est-à-dire pourquoi elle est partie à Cuba. Bref, je pense que c'est aussi après, les Nord-Vietnamiens peut-être en ont fait un symbole de résistance. Bref, elle part à Cuba, elle va subir 14 opérations de greffe de peau. Et ce qui est incroyable, c'est que la dernière greffe de peau qu'elle a subie, c'était en 2016. Là, on était en 72, pardon. Bref, après, elle part au Canada, elle demande l'asile politique, elle se marie, elle a des enfants, elle devient un symbole pour le monde, et c'est une histoire qui se finit bien. Mais c'est pour vous montrer, je n'essaie pas de faire de la pub pour les journalistes, je dis simplement, voilà, c'est que, oui, à cette époque-là, il y a des photos qui pouvaient servir de symbole et faire arrêter les choses. Et là, je pense que vraiment, c'était un cas magnifique, je dirais, excusez-moi du terme, mais voilà, ça a fait bouger les choses. Petit bond en avant, où là, les choses ont commencé à changer. Les attentats du 11 septembre. Un événement qui va changer la face du monde. Même pour nous, un match. Nous sommes le 11 septembre, il est 9h du matin, heure des États-Unis. Chez nous, il est 15h, c'est un mardi. Le bouclage est pratiquement terminé. Et là, devant cet événement, on met 32 pages au pilon et on va raconter l'histoire sur 32 pages. Grâce au numérique, parce que le numérique, il a ses qualités et aussi ses défauts. Mais la qualité, c'est que voilà, on peut travailler en direct comme à la télé. Et donc les photos vont arriver. On a un petit problème au service photo de match, c'est que là j'y étais, on n'avait qu'un seul petit ordinateur, on était un peu en retard par rapport aux autres. Et là, on va recevoir 3500 photos qui vont nous permettre de réaliser un numéro exceptionnel, 2 numéros d'ailleurs, l'un après l'autre, et qui va raconter ces tragédies, qui va changer pas mal de choses. Mais c'est là aussi cet événement où là, on n'est plus à la guerre du Vietnam. On est dans le numérique, on est dans le web. Et là surgissent les complotistes. Oui, c'est incroyable cet événement, mais qu'est-ce que c'est que cet attentat sans corps? Qu'est-ce que je l'ai entendu ça dans des conférences? On n'a pas vu de corps, il n'y avait pas de corps, mec. 2 tours, c'est-à-dire qui se dégringolent, plus des gens qui étaient à l'intérieur. Vous imaginez qu'est-ce qu'on aurait pu trouver, plus les gens qui, regardez, qu'est-ce qu'on va les trouver dans ce genre de ruines. Et puis après, il y avait ce qu'on appelle les gens pour échapper
pour échapper au feu, aux flammes, ils se jetaient par la fenêtre, ils les appelaient les jumpers. 80 étages plus bas, qu'est-ce que vous les trouvez? Donc dès ça a commencé. Voilà, il n'y a pas de corps, c'est bidon. Qu'est-ce qu'on a entendu aussi? C'est Israël qui a finalement monté cet attentat pour déclencher une guerre au Moyen-Orient. Enfin, c'est parti en vrille dans tous les sens. Et même en France, il y a eu des personnalités, qui ont participé à ce genre j'allais dire de fake news. Mais c'était parti. Après, il y a cet événement, en 2015, et là j'ai une anecdote personnelle par rapport à cette photo, c'est que c'est un vendredi après-midi, il est 18h, et cette photo tombe sur nos ordinateurs, au milieu de plein de photos. Imaginez une planche de contact qui, où il y a un chihuahua avec une perruque, un footballeur qui marque un but, un homme politique, et paf, il y a cette photo au milieu. Et là, on se dit, mais ça, cette photo, mais elle est incroyable, cette photo. Comme je l'ai dit dans une émission de radio, on m'a demandé ce que j'avais ressenti. C'est une photo qu'on prend pleine gueule, parce qu'elle nous touche énormément. Vous tous, on a tous vu notre enfant dormir dans cette position-là, dans son lit, quand on rentre dans la chambre. Sauf que là, le petit Ilan, il est mort. C'est un réfugié. Et là, dans une conférence, il y a une dame, au fond, qui s'est levée. Donc je racontais, parce qu'on me demandait, voilà, la dernière photo qui va le plus marquer, j'ai montré cette photo. Et elle m'a dit, mais enfin, vous aussi, vous êtes tombé dans le panneau? Mais cette photo est complètement bidon. Tout ça, c'est fabriqué pour fabriquer de l'attendrissement. Bon, il y a eu un petit remue-ménage dans la salle quand même, les gens n'étaient pas tous d'accord. Et donc j'ai dit à cette dame, mais d'où vous sortez ça? Elle me dit, je l'ai lu sur Internet. Ah, bah oui, je l'ai lu sur Internet. Alors c'est vrai qu'Internet est un outil extraordinaire, mais c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde, comme les réseaux sociaux. Et donc j'ai dit à cette dame, s'il vous plaît, arrêtez. Je veux dire, de temps en temps, faites-nous confiance, lisez un vrai journal, regardez un vrai journal télévisé. Prenez un peu de recul sur Internet, Twitter, tout ça, ces réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous branchez de temps en temps sur Twitter, trucs comme ça, mais c'est devenu un truc de dingue. De dingue. Et toutes les photos, et là j'en reviens, pourquoi je dis le photojournalisme est en danger, parce que les photographes se font prendre leurs propres photos, sont diffusées, d'ailleurs vous faites une capture d'écran, vous l'avez peut-être fait déjà sur Instagram, mais pas à des fins, des fins beaucoup plus pacifiques. Mais disons, voilà, vous prenez les photos, vous faites une capture d'écran, vous les mettez sur Instagram, surtout sur Twitter, et après, on raconte une autre légende, on transforme la vérité, on cite évidemment même pas le photographe, le nom du photographe. Donc si je parle de ça, c'est parce que ce qui se passe actuellement pour les photographes, c'est dramatique. Les agences de presse, il ne faut pas oublier que Paris et la France ont été la capitale mondiale du photojournaliste, avec des agences comme Sigma, comme Gamma, comme SIPA, qui ont arrosé le monde de leur information et de leurs fantastiques photos d'actualité. Maintenant, c'est pratiquement fini. Et les peu qui fassent, ces photos-là sont vampirisées par d'autres et on raconte n'importe quoi sur les photos. Mais heureusement quand même, à Match, on fait quand même des choses, on arrive encore. Mais voyez ce genre de sujet qui est passé la semaine dernière, vous savez ce qui se passe à Haïti, avec les gangs, enfin le président qui démissionne, c'est les gangs qui ont pris possession de Haïti et de la capitale. Heureusement, on avait un photographe qui a fait ce reportage, ça risque et péril, hein, Quentin Follen qui a fait ce reportage extraordinaire sur Haïti. Mais il faut voir ce qui est balancé après sur les réseaux sociaux, quoi. C'est incroyable. Alors j'aimerais terminer, parce que le temps presse, mais j'aimerais terminer là-dessus, parce que finalement aussi, il y a encore des reportages qui passent, qui sont faits par des photographes, qui là
pour l'instant, je dirais. Là, il n'y a pas de fake news, pas dire mais qu'est-ce que c'est que cette image. Non, là, c'est la tendresse qui parle, c'est le monde extraordinaire d'hommes et de femmes qui me soignent, qui sont dans les hôpitaux. Et c'est un reporter, Hubert Fantôme, qui a fait un sujet qui est resté 1 mois en immersion à l'hôpital du Port-Royal, au service des prématurés, et qui a fait ces photos. Regardez, j'adore cette photo de la main du médecin avec le petit bras. Ils sont en train de l'opérer, de sortir le fœtus. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait du bien à voir et qu'on réussit encore à faire. Et pour terminer, donc je dirais juste une chose. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour que ce métier perdure, pour que ce métier continue, et que vous aussi, vous nous faites à nouveau confiance, parce que Dieu sait si on en prend plein la gueule aussi par rapport à plein de gens qui pressent pourris, tout ça, enfin voilà, donc qu'on est manipulé, mais non. Heureusement, il y a des hommes et des femmes qui risquent leur peau pour aller sur le terrain, pour venir vous raconter des histoires vraies, mais on a besoin de vous aussi, pour que vous nous refassiez confiance et que vous nous donniez espoir à tous ces photographes de continuer, même s'ils en vivent très mal, mais à faire ce boulot extraordinaire qu'est celui des photographes de presse. Merci à vous.